Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Hamza Garnati et Louis Palacio, moi-même, seront vos co-hôtes pour vous accompagner dans cette nouvelle expérience sociale. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 4e épisode, nous recevons Alexandre Desabrais, cofondateur de Solios, montre québécoise à énergie solaire. Nous discuterons de l'importance de l'éco-responsabilité au Québec, le risque énorme de quitter un emploi stable pour l'incertitude de l'entrepreneuriat et la recette derrière une levée de fonds Kickstarter réussie. Pour ce faire, voici vos co-hôtes. Hamza Garnati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Bonjour, bienvenue Alex de Solios Watches, Solios les montres. Merci d'être parmi nous. Hamza, merci de m'accompagner. Merci et surtout merci Alex de participer. Encore une fois, je pense que ça va être un très beau podcast et beaucoup de personnes vont aimer entendre ton histoire parce que je pense qu'il est extrêmement intéressant. Merci les gars pour l'invitation, c'est toujours le fun de venir parler. La moindre des choses, la moindre des choses. Super. Puis, donc je vais présenter rapidement un petit peu en guise de rappel comment ça va se dérouler. Donc, une première question surprise que tu vas avoir tantôt. Tu as eu la chance de te préparer un petit peu. Puis, dans le fond, on va diviser le podcast en 3 sections. Donc, il va y avoir la section Gagner son pain où on va vouloir apprendre un petit peu plus sur toi, mais surtout sur Solios, qu'est-ce que vous faites, un petit peu les défis que vous êtes passés à travers. Puis, la deuxième section où on va rentrer dans le gras du sujet, qui va être l'argent du beurre, où on va essayer de comprendre un petit peu plus la relation que ton entreprise a avec les valeurs québécoises, faire le pont entre les deux. Puis, finalement, pour du pain sur la planche, on va parler un petit peu des perspectives d'avenir que tu vois pour l'entrepreneuriat, mais aussi pour ton entreprise. Absolument. Parfait, donc, ça. Je pense que j'ai assez parlé. Okay. On va laisser Alex nous parler de Solios. Donc, si tu veux bien nous présenter Solios et toi-même un petit peu. En quelques mots, Solios, en fait, c'est une entreprise qui fait la conception de montres qui fonctionnent à l'énergie solaire puis avec des matériaux éco-responsables. Notre but, en réalité, c'est de justement offrir une alternative qui va être bien meilleure que ce qui existe déjà sur le marché en termes de consommation responsable, en termes d'impact environnemental, mais c'est aussi d'avoir un impact indirect qui est très puissant, donc d'avoir une influence. On sait que la montre est un bijou qui va beaucoup dire sur notre personnalité, qui va beaucoup montrer nos valeurs. Je prends l'exemple de Rolex. Pourquoi des gens payent des dizaines de milliers de dollars pour avoir une montre? C'est pas pour avoir une heure extrêmement précise. On a nos téléphones pour ça. Mais c'est pour dégager une image d'excellence, de réussite financière. On veut avoir une image aussi forte pour la consommation responsable, pour une espèce d'esprit de solidarité vers une amélioration continue. Donc, grosso modo, c'est une entreprise qui a été fondée il y a environ 1 an et demi maintenant, officiellement. Officiellement 1 an et demi, et qui avait été pré-lancé quelques mois avant avec une campagne Kickstarter que je pense qu'on va aborder un petit peu plus tard. Et puis, c'est ça, on est en pleine croissance qui a subi, comme toutes les entreprises, une petite bosse récemment, mais ça va super bien. Et c'est bien qu'on parle des valeurs québécoises aussi parce que c'est considérablement grâce aux Québécois qu'on a bien pu passer à travers cette période-là. Définitivement, mais quand on regarde un peu Solios, c'est que oui, c'est très éco-responsable, mais surtout, on peut voir que c'est plus qu'une montre, c'est même un lifestyle. Mm-hmm. C'est un lifestyle qu'on est jeune, on est conscient de nos consommations d'achat, mais en même temps, on veut look good, mm-hmm. On veut avoir quelque chose qui est très malléable, etc. Donc, comment vous avez un peu créé un peu la mission et le portrait de Solios qui est un peu plus qu'une montre, en fait? En fait, pour nous, c'était important de s'adresser à une masse de personnes. Et puis la masse des gens en ce moment, elle est conscientisée, mais elle est en plein processus de changement. On ne peut pas en demander trop d'un coup à tout le monde. C'est juste, ça serait un idéal, mais ça ne serait pas réaliste. Si on dit aux gens, si on montre la montagne de choses à faire, souvent, on ne sera pas capable de voir le bout, on ne sera pas capable de voir la lueur d'espoir à la fin de ça. Donc, il faut y aller par étapes. Et pour nous, c'était exactement ça qu'il fallait faire. Il fallait créer quelque chose qui n'allait pas compromettre les autres critères d'achat. Donc, pas compromettre le style, pas compromettre l'accessibilité, pas compromettre le prix, mais tout en offrant des meilleures alternatives. Et ça, on le fait vivre dans notre produit, mais c'est encore, comme tu viens de le dire, c'est encore plus important de le faire vivre par notre marque. Mm-hmm. Et bâtir une marque, en fait, c'est pratiquement ce qui est le plus important pour nous. C'est de faire comprendre aux gens qu'on offre une transparence absolue. C'est de faire comprendre aux gens qu'on vit ce qu'on essaie de promouvoir. C'est pas juste une image qu'on donne sur les réseaux sociaux ou sur notre site Internet,
mais c'est vraiment une façon dont nous, on veut s'améliorer et on veut promouvoir ça en donnant l'exemple aussi. Et ça va nous amener à créer même des genres de programmes d'ambassadeurs ou des programmes sociaux où les gens vont embarquer avec nous à la longue. Plus on va se faire connaître, plus ils vont embarquer avec nous pour justement faire des changements au quotidien. Plein de petits changements qui, additionnés ensemble, font une différence finalement. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, dans ce que tu refais avec les ambassadeurs, c'est un peu le but, c'est de créer un sentiment d'appartenance à la montre. Et justement, tu sais, vos campagnes de marketing, on a pu remarquer que vous avez été très présent à CTV Global News, vous avez été à la presse, Huffington Post, etc. Donc, comment a été un peu pour vous de générer ce buzz marketing qui a permis de connaître une croissance aussi fulgurante que vous vivez en ce moment? Ben, c'est sûr que nous, les relations publiques, les médias, c'est extrêmement important parce que notre monde, si on la regarde, elle est très belle, on l'a conçue pour qu'elle soit très belle, mais c'est pas ça son plus gros élément différenciateur. On a d'autres marques encore beaucoup plus connues que nous qui ont un design très semblable. Donc, l'histoire derrière, les processus de fabrication, la manière dont on challenge nos fournisseurs et on challenge notre clientèle, c'est ça qui est extrêmement important et ça se compte dans une histoire. Et pour ça, les médias sont devenus extrêmement importants, spécialement dans notre première année, mais même là, bon, là, c'est sûr que les médias sont concentrés à autre chose en ce moment. C'est ça. mais ils ont été extrêmement importants et ils seront dans le futur parce qu'ils nous aident à lancer notre message et ils nous aident à faire valoir les efforts qu'on a faits. Et puis, pour atteindre ça, ben, en fait, c'est pas vraiment un secret, c'est juste hustling tous les jours. Donc, c'est envoyer des courriels, essayer d'avoir... En fait, le plus gros défi, c'est de se faire répondre à nos courriels ou à nos appels parce que l'histoire peut être très bonne, mais les médias se font bombarder de nouvelles, se font bombarder de compagnies puis de produits. Donc, c'est vraiment une question de chiffres, c'est une question d'effort. Donc, c'est du travail constant jusqu'à ce que quelqu'un comme Global News, comme la presse, décide d'écouter ce qu'on a à dire. Et puis là, ça fait une espèce d'effet boule de neige souvent par la suite. Intéressant. Avant de passer à la prochaine section, je crois qu'il y a une question importante que les gens veulent savoir. Quel type de pain es-tu? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je dirais, OK, le pain, tu sais, le pain blanc, mais à 12 grains, tu sais, il goûte puis il ressemble à un pain blanc, mais en fait, c'est un pain nutritif à 12 grains. C'est ce que tu donnes aux enfants là, pour les décivre un peu. Là. Non, exact. Puis je dirais que je suis ça parce que je peux projeter une image, tu sais, l'homme blanc privilégié vient d'un bon milieu, qui est allé à une bonne école de commerce, puis qui a eu un bon début de carrière et tout. Mais je veux avoir beaucoup plus de profondeur que ça dans ma vie. Puis c'est important pour moi d'avoir une influence positive. C'est important pour moi d'avoir un impact positif, autant direct qu'indirect. Puis c'est important de redonner. Donc les gens qui vont me regarder de face vont peut-être voir quelque chose, mais les gens qui vont me connaître vont voir quelque chose de complètement différent et beaucoup plus profond. C'est un peu ma comparaison au pain. Mais de façon réaliste, si tu me donnes un sandwich à faire, je prends un pain baguette ou d'une boulangerie. Je prends pas ce pain-là. Mais pour ma comparaison... non, mais je trouve ça fucking intéressant. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup... Il y a des personnes, exemple, qui viennent de milieux plus aisés, d'autres qui viennent de milieux plus pauvres. Puis tu sais, ils ont une mission, ils ont un grind, etc. Mais moi, je trouve ça très intéressant parce qu'au Québec, c'est aussi la beauté des choses, c'est que peu importe ton milieu, oui, c'est sûr qu'il y a des embûches un peu plus dans un milieu plus pauvre, mais on a la possibilité de grandir parce que justement, on a les ressources pour, etc. Puis tu sais, pour toi, dans ton hustle à faire ta propre startup, tu sais, c'était comment de t'enlever de cette étiquette de gars aisé qui est HEC? Ben, je pense pas que tu peux t'enlever l'étiquette, puis je pense pas que tu as à avoir honte de cette étiquette-là, parce que les gens vont t'étiqueter, peu importe t'es où, t'es quoi, tu fais quoi dans la vie, que ce soit bon ou mauvais, les gens vont te donner une étiquette. Fait que je pense pas qu'il faut essayer d'enlever l'étiquette, je pense qu'il faut juste se concentrer sur l'impact qu'on veut avoir. Puis c'est simple, tu sais, pour moi, puis je parle de moi, mais mon partner Sam, c'est la même chose. On fait beaucoup de choses que les gens verront pas, puis c'est pas grave, c'est ce qu'on a envie de faire. Tu sais, on est bénévole pour Make-A-Wish personnellement, puis ça, c'est pas quelque chose que Solios va lancer à tous les jours, puis à chaque fois qu'on va aller voir une famille ou un enfant pour l'aider à réaliser son vœu, ben c'est pas quelque chose que Solios va publier sur ses réseaux sociaux parce que c'est quelque chose de complètement à part, mais pour nous, c'est important. Donc, je pense pas que le but, c'est d'enlever l'étiquette. Le but, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on a envie de faire parce qu'il va toujours avoir des détracteurs qui vont vouloir un peu enlever le mérite ou enlever ce qu'on a à faire. Puis... Fait que c'est juste ça. En fait, c'est que je pense que je considère mes privilèges comme venant avec des responsabilités aussi. Ouais. Puis j'essaie d'avoir un impact de plus en plus positif aussi. Tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mon temps et de mes ressources qui sont investies dans Solios. Donc, j'essaie d'avoir un impact avec ça. Mais plus ça va augmenter, plus je vais essayer aussi
d'établir des nouvelles initiatives pour avoir de plus en plus d'impact positif alentour de moi. Là. Je vois que tu es beaucoup à propos de l'action avant les mots. Là. Ouais. Je vois que tu le fais. On l'a vu un petit peu que tu collaborais avec Make-A-Wish, mais je pensais pas que tu étais aussi impliqué et que tu le faisais behind the scenes. Je pense que c'est en dit long. Ben, c'est important parce que c'est drôle, on vit dans un monde qui est très motivé. Les réseaux sociaux, c'est comme une vie parallèle, c'est une vie digitale. Donc, les gens aiment bien paraître là-dessus. Mais en réalité, ce qui a le plus d'impact, c'est pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe dans la vie réelle. 100% d'accord. Puis même si ça se voit pas, l'impact n'est pas moindre. Donc, puis, tu sais, je dis ça comme si on dirait qu'on me présente comme si j'étais un sauveur. Moi, je trouve que j'en fais pas assez, là, mais il va toujours avoir des opportunités d'en faire plus. Là. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est bon d'avoir la mentalité un peu genre fuck it. On se focus sur nous, notre grind. Puis, vous avez confiance en vous-même puis aussi en la mission que Solios porte. Puis ça, je pense que c'est extrêmement important, surtout dans un milieu très compétitif qu'est l'industrie des montres. Puis je pense notamment à MVMT, à Fossil, etc. Donc, dans le marché des affordable watches, mais comme luxueux un peu, comment ça se passe un peu à bien positionner Solios face à des géants de l'industrie? Ben, en fait, c'est qu'il faut pas se battre sur les mêmes points qu'eux se sont battus. Tu sais, les Daniel Wellington de ce monde, les MVMT, c'est tout le affordable luxury, comme tu as dit. Donc, c'est du luxe abordable. Ils se sont tous battus un peu sur la même chose. Puis ça a vraiment révolutionné l'univers des montres abordables. C'est que avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'était de la vente directe qui est arrivée. Donc, ils se battaient tous sur le fait qu'ils étaient capables de vendre du luxe à un prix abordable en éliminant les middlemen. Bon, en réalité, je peux plus me battre là-dessus. Il n'y a rien de nouveau. Ça s'appelle Internet, éliminer les middlemen. Je vais pas réinventer la roue. Là. Donc, il faut vraiment se baser sur des points qui sont complètement différents. Il faut jouer une game qui est différente. Une game qui va probablement prendre plus de temps, mais qui va avoir à long terme peut-être une structure encore plus solide. Donc, aller justement vers le développement durable, aller vers l'influence qu'on apporte aux gens, pas juste le style, aller vers l'éthique derrière la production, l'amélioration continue. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut se baser. Là. Je pense qu'on irait tout de suite vers le segment l'argent du beurre, parce qu'on a énormément à couvrir. Déjà, de base, Solios, l'éco-responsabilité, son sens de responsabilité envers l'environnement, je pense que c'est le point le plus important. Ouais. On ne peut pas passer à côté. Mais c'est aussi une valeur qui est très proche au Québec. On l'a vu avec les manifestations. On a reçu Greta Thunberg l'été dernier. Donc, on voit que c'est des valeurs qui sont vraiment proches de nous. Mm-hmm. Est-ce que ça joue un rôle dans la fondation de Solios? Ça joue un rôle à tous les jours? Oui, c'est sûr. En fait, c'est drôle parce que le Québec, c'est vraiment pas un gros marché à la base et c'est encore un moins gros marché pour l'industrie de la montre. Mm-hmm. On s'entend, on a des manches longues à peu près 7-8 mois par année. Donc, pour porter une montre, disons qu'on n'est pas les premiers. Et pourtant, on a eu un très, très beau succès pendant notre première année et en grande majorité grâce aux Québécois. Donc, on voit que l'objet est intéressant pour les Québécois, mais aussi, il devait se rapprocher de l'histoire, il devait se rattacher à l'histoire. Et l'histoire étant, on essaie d'innover, mais on essaie aussi de promouvoir l'éco-responsabilité. Donc, clairement, ça nous a prouvé que les Québécois sont proches de ces valeurs-là et qu'ils sachent ou non qu'il y a un manque d'information ou non, il y a une volonté derrière à s'améliorer à ce point-là. Et ça, on l'a vu complètement dans les fondations de l'entreprise. Puis même on en reçoit à tous les jours des gens qui vont être sceptiques, qui vont nous remettre en question, qui ne nous croiront pas. Et même ces gens-là, même si c'est un peu frustrant parce qu'on donne toutes nos ressources, tout notre temps, tout notre cerveau à ce projet-là, fait que ça peut être frustrant sur le coup. Mais quand on y repense un peu par la suite, ces gens-là nous aident à nous repousser parce que des fois, ils ont des bons points. Il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, autant les gens qui nous supportent que les gens qui vont un peu être à contre-courant par rapport à Solios, le Québec nous aide vraiment à nous dépasser puis à bâtir les fondations de Solios qui, on l'espère, dans la prochaine année ou les 2 prochaines années, va vraiment, vraiment s'exporter ailleurs. Là. Mais c'est sûr que la fameuse question au Québec qu'on va toujours demander à Solios, c'est « OK, c'est bien beau l'énergie solaire, mais l'hiver, on fait quoi? » on est déjà en nous, puis je porte déjà un hoodie, là, c'est pas normal. Donc, non, il est supposé avoir une deuxième vague de chaud qui arrive, mais... mais non, il a pensé, il faut que notre monde soit bâti pour les Québécois. Ouais. Avec 2 heures d'exposition au soleil, on va avoir 6 mois de réserve d'énergie. Donc, on est capable de passer à travers l'hiver sans problème. La montre pourrait rester dans un tiroir pendant 6 mois, on la ressortirait, elle serait à la même heure. Donc ça, il n'y a vraiment pas de problème. Et la lumière artificielle fonctionne aussi. Okay. Moins vite que le soleil, évidemment.
parce qu'il y a moins de puissance qui va être donnée des rayons lumineux pour atteindre la cellule solaire. Mais, exemple, cette lampe-là qui est au-dessus de nous va recharger ou au moins la maintenir chargée, la montre, quand on va la porter. Donc, on n'a littéralement rien besoin de faire. C'est juste, on porte la montre une fois de temps en temps, on est correct pour l'énergie, puis on n'aurait jamais besoin de changer la batterie pendant toute notre vie. Et c'est ça, un autre truc, c'est que, c'est sûr que le Québec a un rôle essentiel dans la conception de la montre, mais en même temps, dans la période de la création vraiment de la technologie derrière justement le panel solaire, vous avez quand même voyagé en Asie, en Europe, etc. Donc, ça a comment été l'expérience de non seulement voyager, mais vraiment pas voyager pour profiter, mais surtout pour apprendre à questionner, même, je dirais même harceler un peu ce que vous avez fait avec les différentes usines? Ouais, harceler, en tout cas, il y a des fois où on s'est pas fait d'amis parce que l'industrie, je vais juste faire cette parenthèse-là, après je réponds à ta question. L'industrie de la montre, c'est une industrie qui est extrêmement conservatrice. L'industrie du fashion, du textile, c'est une industrie polluante, mais qui est en changement actif. Si tu veux te partir d'une compagnie de vêtements avec des matériaux éco-responsables, c'est beaucoup plus facile. Il y a des milliers de choix. Dans l'industrie de la montre, il n'y a pas ces choix-là encore. Donc, il faut qu'on dise à nos fournisseurs, non, fais pas ça comme ça. Puis là, eux, ils se retournent et ils disent, OK, mais t'es comme 0,1% de mon revenu annuel, fait que pourquoi je t'écouterais? Donc, ça a été assez compliqué, il a fallu harceler. Mais ça a été, pour répondre à ta question, ça a été extrêmement enrichissant de se promener, de voir des expertises de consultants, autant à Hong Kong, au Japon, en Suisse, aux États-Unis, au Canada. Pour nous, ça nous a permis d'apprendre comment l'industrie était bâtie, où étaient les opportunités pour s'améliorer et où il faudrait faire un travail de beaucoup plus long terme. Qu'à court terme, ça serait impossible de changer, surtout pas à notre volume, surtout pas avec nos capacités financières, mais qu'à long terme, on est capable de voir, OK, ça, c'est une piste de solution, que quand on va avoir un peu plus de pouvoir, c'est là-dessus qu'il va falloir se concentrer, c'est ça qui va avoir le plus d'impact. Donc, c'est vraiment une compréhension de cette industrie-là qui a vraiment bénéficié de nos voyages. Puis, c'est aussi une compréhension des cultures différentes. Quand on voyage à Hong Kong pour aller rencontrer soit des consultants ou des fournisseurs, c'est sûr qu'on comprend que leur mentalité côté éco-responsable n'est peut-être pas aussi avancée que la nôtre au Québec ou à des endroits comme la Californie ou les pays scandinaves. Et donc, c'est là où on comprend pourquoi les demandes des Occidentaux sont très importantes dans la production. Parce que justement, les fournisseurs asiatiques, ils vont pas polluer ou ils vont pas utiliser des ressources un peu éthiques juste par choix. Ils le font parce que les Occidentaux vont faire une demande spécifique. Je veux tel produit à tel coût pour telle date. Donc, eux vont aller se retourner puis ils vont prendre les ressources nécessaires pour ça. Et on a compris que nos demandes à nous sont très importantes. Si moi, je suis prêt à payer plus cher pour développer un produit, si moi, j'exige quelque chose, eux, ils vont y aller avec la demande. C'est ça leur pain et leur beurre, finalement. Eux, ils vivent pour produire. Donc, si on leur demande de produire quelque chose, c'est ça qu'ils vont produire. Donc, faut pas juste lancer la responsabilité sur les autres. Il faut la prendre sur nos épaules à nous, là. Puis ça, c'était puissant, ça. Mais, mais je pense que c'est très un peu... je pense que ça reflète quand même assez bien aussi en même temps le Québec aussi en tant que tel, parce que c'est un peu genre... Un peu dans notre histoire, on a toujours été habitué à genre, hey, on est le seul province québécois dans toute l'Amérique, mais en fait, toute province francophone, désolé, dans l'Amérique du Nord. Donc, tu sais, on va assumer puis on va prendre nos responsabilités. Puis ça, je pense que c'est un très bon reflet en même temps que tu dégages avec Celia, c'est par rapport, tu sais, le désir à prendre action et à être un mouvement de ce mouvement-là en allant directement voir les fournisseurs et à prendre des risques, à dire, tu sais quoi, genre comme même si je te fais chier, mais c'est pour la bonne cause, tu vois. Et est-ce que, justement, c'est de savoir un peu est-ce que tu as été conscientisé par le développement durable quand tu étais jeune, à travers ton éducation avec tes parents, etc., ou ça c'est un peu genre... ça a pris un peu de temps à travers justement tes expériences personnelles que tu as vécues? Oui et non. Je pense que la conscientisation plus éthique, ça, depuis que je suis tout jeune, mes parents, ça a toujours été extrêmement important pour eux. Le respect des autres, ça l'a toujours été. Mais l'environnement, je peux pas dire que ça fait partie vraiment de mon éducation étant très jeune. Puis je pense que c'est pour la majorité des gens, c'est ça. Le 10 ans, l'environnement, c'était pour les hippies. On savait pas à quel point c'était important. On comprenait qu'il y avait un problème, mais on comprenait pas les répercussions du problème. Donc ça a vraiment été plus moi qui par des documentaires, par de la lecture, par des blogs, par de la curiosité finalement, qui a pris de plus en plus une conscientisation. Puis même moi, je me considère, tu sais, des fois, je ressens un peu le sentiment de
culpabilité puis un peu de l'imposteur. Je fais la promotion de ça, mais je suis imparfait complètement. Et des fois, ça me joue dans la tête. Je fais un peu d'anxiété écologique, là, eco-anxiety, parce que je me dis, bon, l'action que je viens de prendre, elle n'est pas nécessairement écologique, il faut que j'améliore ça. Mais c'est étape par étape. C'est comme notre monde, c'est comme notre compagnie. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, c'est impossible. Ça prendrait des centaines de millions de dollars pour changer comment cette industrie-là est faite de A à Z. Mais il faut y aller par étapes, il faut faire des demandes, il faut prendre des actions qui vont être imparfaites, mais qui vont être mieux que la précédente, puis toujours avoir ça en tête. Puis je crois que, on naviguait ton site un petit peu, puis je crois que tu vas quand même loin déjà à quel point ta montre est éco-responsable sur toutes ses composantes. Ouais. Je crois même dans les métaux que vous choisissez. Ouais. Si tu veux en parler un petit peu plus. Ouais, ben nous, en fait, c'est super important. On fait signer à nos fournisseurs des Supplier Code of Conduct qui les oblige, en travaillant sur nos projets, à faire attention à différents critères comme la sélection des matériaux, le traitement des employés, les normes de sécurité, récupération des matériaux. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Mais on travaille beaucoup à l'améliorer encore. Là, on travaille avec de l'acier inoxydable 316L qui est de super bonne qualité. Notre but, c'est de se rendre vers de l'acier inoxydable 316L 100% recyclé avec la même qualité, la même densité. C'est un processus qui est très long. C'est un processus qui n'est pas vraiment fait encore, donc il faut un peu le créer avec nos peu de ressources. Même chose, la coloration des métaux. Il y a des colorations qui sont beaucoup moins durables ou beaucoup plus polluantes parce qu'il y a différentes techniques. Exemple, on peut comme tremper nos métaux dans des métaux liquides, puis avec un genre de choc électrique, là, ça va faire en sorte que tu peux colorer ton métal. Le problème avec ça, c'est qu'il va y avoir des contaminations, des déversements dans les eaux, ce qui va créer beaucoup de pollution. Mais il y a d'autres techniques par ionisation qui, ça, va faire aucun gaspillage, aucun déversement. Donc, on va vraiment voir par un genre de choc électromagnétique, si on veut, là, que les métaux vont venir s'accoter sur le métal principal. Donc, il n'y aura pas de contamination de bac, pas de déversement. C'est le genre de choses qu'il faut poser la question à nos fournisseurs quand on veut changer ça. Parce que de base, on ne le savait pas. Notre premier échantillon ou nos premiers échantillons, donne-moi une coloration, donne-moi une de qualité, ok, ben c'est parfait. Mais après ça, on pose la question de comment ça a été fait. Là, on réalise les impacts de ça. Ok, est-ce qu'il y a une alternative? Oui, il y en a une, mais elle va coûter 5 à 6 fois plus cher. Là, tu fais tes calculs. Ok, ça rentre dans notre prise correcte. On va perdre des marges à court terme, mais sur le long terme, ça va valoir la peine. C'est que c'est plein d'impacts comme ça. Puis même, moi, une chose qui m'avait un peu comme mis hors de moi, c'est les packaging. Ouais. Un packaging, tu sais, quand on ouvre sa boîte de téléphone, là, Apple ou Samsung ou Google ou whatever, ça s'ouvre, là, tu le laisses comme ça, puis ça tombe tout seul, ça fait... C'est le fun, là, c'est vraiment le fun. Mais c'est le fun parce qu'il y a un fini dessus qui s'appelle comme un soft touch. Le soft touch, dans le fond, c'est que tu vas avoir une genre un petit film plastique alentour très mince qui va faire en sorte que, tu utilises du plastique sur ton packaging, même si c'est du carton à 90%, tu as du plastique par-dessus. Okay. Et 2, ça rend tous les packagings non recyclables. Et il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire notre packaging est fait à base de carton recyclable, mais le packaging ne l'est pas à cause de cette protection-là. Donc, il faut faire vraiment attention quand on prend justement quand on choisit des packaging puis que l'entreprise nous dit ouais c'est recyclable le carton, mais en réalité il y a un fini plastique dessus, c'est sûr et certain que c'est pas recyclable. Ça nous avait choqué parce qu'on est allé voir un fournisseur en Asie puis on y avait dit on veut du carton recyclé à 100%. Parfait. Puis il nous revient avec un échantillon comme ça, on dit wow ok recyclé, puis le feel il est good, il est bon. Puis là, on a dit, OK, mais c'est quoi ça? Puis là, il nous avait expliqué que ça rendait non recyclable. Je peux pas croire que je t'ai demandé du carton recyclé, puis tu me reviens avec quelque chose qui n'est pas recyclable aussi. Là. OK, intéressant. Donc, on s'est retourné vers une compagnie montréalaise qui va faire l'assemblage à la main avec du carton 100% recyclé, 100% recyclable, une technique de pliage pour éviter le plus de colle possible. La colle utilisée, c'est une colle organique. L'impression dessus, c'est à base d'eau. Donc, 100% de notre packaging va être recyclé et recyclable. Donc, il y a pas de... on ne joue pas avec les mots là-dessus. On peut le mettre dans le bac puis ça va être récupéré. Là. Je trouve ça intéressant aussi que vous êtes revenu au Québec pour une partie de... Tu sais, la montre est faite naturellement à Hong Kong, mais comment c'est différent de travailler avec un fournisseur montréalais, québécois versus... Les prix. Les prix sont vraiment différents, c'est sûr. Mais c'est le fun parce que... T'sais, on a perdu à travers les années les capacités. Le fait que notre montre est faite à Hong Kong avec un mouvement japonais, c'est pas tant un choix. On n'a pas l'expertise ici. Ça n'existe pas des compagnies qui vont créer des montres ici. Ouais. Donc, on n'a pas le choix d'aller là-bas puis d'aller visiter chaque usine une par une pour s'assurer que les normes qu'on demande sont respectées.
Ici, il y a des normes gouvernementales qui sont beaucoup plus élevées. Donc, tu n'as même pas besoin d'y penser à ça. Tu le sais que tes employés sont payés à un salaire qui est décent. Tu sais que les conditions de sécurité sont respectées dans la grande majorité. Puis après ça, tu fais la visite pour voir s'ils sont toutes respectés. Tu le sais qu'il y a une récupération des matériaux qui est de base. Donc, tu as juste un peu un souci de moins, une vérification de moins à faire. Tandis que quand tu fais affaire à l'extérieur, tu peux pas juste croire sur parole. Tu dois vérifier, tu dois te déplacer sur place. Tu dois prendre des partenaires qui vont t'autoriser à faire des visites sans t'annoncer d'avance. C'est plein de choses comme ça. Donc, c'est des vérifications, c'est du temps que tu as de moins à faire en faisant affaire avec des entreprises d'ici. Par contre, le prix, évidemment, est plus élevé et il y a moins de possibilités. Donc, il faut être beaucoup plus ingénieux pour ramener des choses ici. Puis, en ce moment, on est en train de travailler sur un projet avec des entreprises de technologie québécoises pour voir si on ne serait pas capable de changer comment la montre de masse est produite mondialement, puis de ramener ça ici. C'est un projet qui est extrêmement risqué, mais ça a beaucoup de potentiel là, quand même. Tu nous laisses sur le bord de nos sièges comme ça. Ouais, ok, nice. En ce moment, j'imagine que c'est top secret, tu peux pas trop en parler. Ouais, ben on veut pas trop en parler pour l'instant parce que c'est trop embryonnaire. J'aime mieux pas m'embarquer sur quelque chose qui est pas assez prêt d'être lancé. Mais c'est parce qu'il y a des endroits qui vont faire des montres de façon comme on le ferait ici au Québec, mais là, il faut aller en Allemagne, il faut aller en Suisse. Là, tu peux pas vendre ta montre le prix qu'on la vend. Donc, c'est possible d'en faire une dans ces environnements-là, mais littéralement, il faut que tu multiplies par 10 ton prix de vente. Là. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de penser à des technologies ici pour remplacer certaines étapes. Mais tu sais, avec tout ce que tu présentes, surtout Excellence en tant que tel, ça paraît que justement, vous avez fait vos recherches et vous avez fait tous les efforts pour que ce soit réellement le plus éco-responsable que vous pouvez. Mais un des trucs qu'on remarque notamment, c'est que maintenant, être éco-responsable, c'est un trend. C'est cool, c'est un marketing buzz. Et ça, j'aimerais savoir, avec les interactions et tes observations que tu as fait avec les entrepreneurs éco au Québec, est-ce que tu penses qu'il y a encore du travail à faire, à être encore plus éco-responsable, à faire encore plus de travail, etc. Parce que moi, de ma propre observation, j'ai quand même vu beaucoup de failles dans certains plans d'affaires éco d'aider. 100%. Puis dis-moi un peu justement tes perceptions par rapport à ça. Ben, c'est large comme mot, éco. C'est très, très large. Ouais. Ça peut être... tu sais, moi, je vois des compétiteurs en ce moment, des compétiteurs récents qui ont eu des investissements assez massifs, qui se disent éco. Puis là, tu regardes en profondeur, puis c'est du greenwashing complètement. Donc c'est difficile parce que, tu sais, on est imparfait, nous. Fait que j'aimerais ça, tu sais, dire aux gens à quel point chaque étape est faite de façon progressive. Mais là, à côté, j'ai un compétiteur qui, lui, est beaucoup moins écologique que moi, beaucoup moins conscientisé que moi, puis qu'il se promote comme si c'était la nouvelle 8e merveille du monde. Fait que là, il faut un peu jouer entre l'équilibre de tout de suite s'annoncer comme étant le plus éco, ce qui est aussi vrai, puis en même temps, faire des efforts qui sont vraiment doublés pour aller rattraper ce qu'on dit, parce que sinon, on va se faire manger tout rond, même si nos compétiteurs font beaucoup moins d'efforts que nous. Donc, il y a un genre d'équilibre entre ne jamais aller dans le greenwashing, mais toujours, tu sais, un peu se booster pour pas se faire manger par une compétition qui finalement va moins le faire que nous. Puis ça, c'est difficile parce que tu veux pas te sentir coupable de dire des choses qui sont fausses. Donc, il faut que tu atteignes ta limite pour ne jamais mentir, pour ne jamais déformer la réalité, pour ne jamais faire de greenwashing. Mais il faut que tu atteignes cette limite-là pour rester compétitif. Mais nous, de notre côté, honnêtement, on estime que notre branding éco-responsable, il est temporaire. Dans le sens où, dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Donc, on veut se baser sur l'innovation, on veut se baser sur le design, puis on veut se baser sur l'amélioration continue. Puis l'éco-responsable, ça va devenir genre it's a given bientôt. Là. Ça va être comme ça. Tu es obligé de l'être, sinon tu n'es juste pas choisi par les consommateurs. Fait qu'on veut développer notre marketing éco-responsable, mais on veut en développer un marketing qui est beaucoup plus poussé aussi à côté sur l'innovation, sur le solaire, sur le changement, sur la mode justement qui est conscientisée. Pour pas que tous nos œufs soient dans un même panier qui bientôt sera même plus un argument de vente. Puis ça, moi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes appuyé, je pense notamment un peu à votre lien avec le quartier de l'innovation et les différents événements que vous participez, bien évidemment, c'était avant le COVID, là maintenant, ça fait plus difficile. Mais justement, dans votre désir justement de mettre de l'avant toutes ces valeurs, est-ce que
vous avez un peu cet aspect de collaboration avec d'autres entrepreneurs ou vous voyez que c'est un peu très compétitif non, ça, le Québec est incroyable là-dessus, honnêtement. Là. Puis, tu sais, c'est sûr que je connais plus l'île de Montréal, plus que le Québec en général, mais de ce que j'ai cru comprendre par d'autres entrepreneurs, c'est répandu à travers l'échelle du Québec. C'est très collaboratif. Les gens se sentent pas comme une compétition malsaine. Les gens s'entraident entre eux, se donnent des ressources entre eux. Des choses qu'on voit pas ailleurs. On avait parlé à une fille qui travaillait pour une compagnie qu'on avait rencontrée, puis c'était une Belge qui travaillait au Québec. Puis elle était tellement surprise par la collaboration entre les entreprises québécoises. Elle disait en Belgique, si tu as quelqu'un d'autre qui essaie de te prendre une ressource, si tu as quelqu'un d'autre qui te pose des questions, tu lui dis pas parce que tu veux garder ton avance. Tandis que nous, on a plus l'esprit de on va monter ensemble. Et ça, c'est magique parce que tellement de fois, on a bénéficié d'une ressource externe qui nous transmettait son savoir. Puis ça nous a catapulté pour des questions d'opération, pour des questions de logistique, pour des questions de pricing de notre produit, sur des innovations de matériaux utilisés, de processus de production. Donc, c'est à 100%. Le Québec a une longueur d'avance sur beaucoup d'autres endroits au niveau de la collaboration, ça c'est sûr. Puis je crois que ça nous amène à votre campagne Kickstarter. Donc, on parle de communauté. Vous avez eu un objectif de 25 000 $. Je crois que vous avez atteint 120 000 $, ce qui fait à peu près 500% de votre objectif. J'imagine qu'il n'y avait pas juste vos oncles et vos tantes qui ont acheté des montres pour se rendre. On n'a pas une si grosse famille. Donc, à quel point la communauté, au Québec, justement, vous a aidé à propulser votre Kickstarter? Vraiment. En fait, c'est presque uniquement la communauté québécoise parce que, on va regarder de plus en plus à tous les jours, on va voir des nouveaux projets records sur Kickstarter. 2 millions de ventes, 5 millions de ventes, 10 millions de ventes. Fait que nous, on n'a pas l'air très gros avec 120 000 $ de ventes. Mais ce qu'il faut comprendre, puis ce qu'on a compris en le faisant, c'est que ces entreprises-là ont souvent des investissements massifs par des VC pour justement générer du marketing, du PR bien avant leur pré-lancement. Et c'est pour ça qu'ils sont capables d'atteindre des montants aussi élevés parce qu'ils doivent financer un projet technologique, ils doivent financer leurs apparitions dans Vogue, dans GQ, dans Wired, dans whatever. Nous, on l'a fait sans cet investissement-là. Donc, on l'a fait très lean. On a à peu près investi 5 000 $ dans notre campagne de lancement en tout. Puis c'était ce 5 000 $-là, non, c'est peut-être un peu plus. Peut-être, mettons, 7 000 $8 000 $. Okay. Mais là-dessus, il y avait un 5 000 $ qui était uniquement dans la salle pour faire notre événement de pré-lancement. Puis, on a réussi justement, avec la communauté québécoise montréalaise, on a réussi à inviter, puis qu'il y a un show-up de plus que 5... C'était à peu près 600 personnes qui sont venues à cet événement de pré-lancement. Donc, on a vraiment senti le support des gens. Et puis, c'est grâce à ça que le soir même, ça a pris à peu près 15 minutes de dépasser notre objectif. Donc, aussitôt qu'on l'a lancé, ça a tout de suite monté en haut de 25 000. On a atteint, je pense, 65 000 dans la même soirée. Wow. Donc, c'était vraiment le support. Puis, tu sais, 600 personnes, c'est pas notre famille. Là, je dois avoir 30 personnes dans ma famille maximum. Là. Puis, ils n'ont pas tout acheté parce que c'est quand même un prix considérable. Donc, non, le support de la communauté québécoise a été primordial. Puis a constitué quasiment 90% de ce qu'on a cumulé pendant la campagne Kickstarter. Puis vous avez une bonne idée aussi de justement la régionalité, d'où ça vient. Vous savez comme c'est précis quand même comme chiffre. Oui, absolument. Oui, absolument. Parce que en fait, pour chaque... c'est pas compliqué, en fait, pour chaque personne qui a contribué, il faut y livrer une montre. Fait qu'il faut savoir où elle habite, cette personne-là. Donc, c'est très précis. On sait exactement il y a eu combien de personnes de chaque pays, chaque province, chaque ville. Là. OK. Mais justement, tu sais, c'était très organique et tu sais, c'est beaucoup d'amis qui parlent leurs amis, etc. Puis on voit quand même le sentiment de, comme tu l'as dit, tu sais, un boule de neige un peu. Ouais. Tu sais, justement, c'est... cette relation un peu que vous avez de « Hey, parle-en de tes amis, parle-en de ta famille, etc. » Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était quelque chose depuis le début ou c'est juste par observation que vous avez remarqué « Ok, ouais, ça marche, que... » Tu sais, les cadeaux que j'offre une montre Solios à mon père pour la fête des pères, etc. Ouais. Comment vous l'avez remarqué, justement, cette croissance? Post-Kickstarter, tu veux dire après ça? Ouais, je dirais Kickstarter même au tout début, après le Kickstarter. Parce qu'au début, au Kickstarter, en fait, la manière que ça a fonctionné, c'est que dans le fond, on avait un vol pour aller à Hong Kong, puis on revenait, puis c'était comme peut-être un mois avant notre campagne. Puis on a juste écrit des messages personnalisés à peu près 2500 de nos contacts. Oh wow, OK. Puis on leur a demandé de parler à des gens qui seraient potentiellement intéressés à venir à l'événement. Fait que c'est ça qui a fait en sorte qu'on était capable de... Ça a pris plusieurs centaines d'heures, là, mais c'est ça qui a fait en sorte qu'on était capable de ramener autant de gens. Donc ça, c'est vraiment nous qui avons contacté les gens, qui avons demandé le support. Ça a créé la première phase. Après ça, le reste...
c'est difficile à calculer au début. En fait, c'est parce que ce qui va arriver, c'est que sur ton site Internet, Google Analytics, tu vas être capable de voir qui achète et par quel médium. Mais la majorité des ventes, au début, c'était fait par du direct, donc une recherche directe sur Google. Ce qui veut dire que c'est pas une annonce, ça vient pas des réseaux sociaux, ça vient pas d'un site en particulier, c'est vraiment quelqu'un qui tape Solia sur Google puis qui vient nous acheter. OK. Donc ça, c'est un indice fort que le bouche à oreille fait ses preuves, parce que les gens peuvent pas juste guesser, un matin, je vais aller taper Solia sur Google, voir qu'est-ce que ça donne. T'sais. Il a fallu qu'ils entendent ça de quelqu'un. Donc on sait que le bouche à oreille et la communauté a vraiment servi pour aller faire notre première année financière, là, pour aller faire nos premières, je vais dire nos premières ventes, là, mais nos premières ventes pendant l'année. Fait que c'est difficile à mesurer, mais en même temps, on sait que la corrélation est extrêmement élevée avec le bouche à oreille et la communauté québécoise. Ouais. Puis si, exemple, pour tout entrepreneur qui écoute ce podcast, à partir de ton expérience à toi, si tu avais comme un peu des conseils à donner pour tout entrepreneur qui prévoit faire un pré-lancement à travers Kickstarter pour avoir des fonds, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à partir? Je dirais de ne pas penser que c'est magique et ça va se passer tout seul. On a eu un peu et de ne pas paniquer pendant la campagne. Donc, je m'explique, c'est que évidemment, les seules campagnes Kickstarter qu'on entend parler, c'est pas celles qui échouent, c'est pas celles qui ramassent 25 000, c'est pas celles qui ramassent 30 000. C'est celles qui ramassent 1 million, 2 millions, 3 millions. Puis même quand on va faire des recherches de compétiteurs, fait que mettons qu'on lance un produit X, on va aller voir tous les autres projets qui ressemblent, voir combien ont cumulé. Ceux qu'on va trouver, en très très grande majorité, c'est ceux à succès. Ramasser des 400 000, 500 000, 600 000. Fait que là, tu t'attends à ce qu'en faisant un effort considérable, en mettant comme une page qui est bien clean, qui est bien belle, en partageant sur Facebook, en contactant 2-3 médias, ça va se faire tout seul, puis tu vas ramasser 500 000 $. Ça marche pas comme ça. En réalité, c'est que ces compagnies-là, soit ils ont investi énormément en marketing, soit ils ont une technologie complètement révolutionnaire, soit ils ont pris 1 an, 2 ans à accumuler des courriels de pré-lancement avant leur campagne Kickstarter, Wins Google ou whatever, le crowdfunding. Donc, ne pas avoir la pensée magique que ça va se faire tout seul. Il n'y a pas vraiment de secret. Là. C'est comme une entreprise normale. C'est des plateformes qui sont saturées complètement. Il y a des milliers de projets à tous les jours qui roulent sur ces plateformes-là. C'est un océan. Donc, de penser que juste parce que notre campagne est belle et notre produit est beau, ça va marcher, c'est totalement faux. Donc, de prendre beaucoup de temps à l'avance pour contacter les gens alentour de vous, puis pas contacter 100 personnes, là, contacter 2, 3, 4 000 personnes. De prendre le temps aussi de partir les réseaux sociaux plus tôt. Nous, on l'a parti beaucoup trop tard, puis on l'a vu. Okay. De prendre le temps de contacter des médias avant le lancement, beaucoup avant le lancement, et de collecter des courriels des mois avant le lancement. Donc ça, c'est extrêmement important. Une liste de courriels va valoir beaucoup pendant le lancement. Donc ça, c'est mes conseils. Là, je dirais préparer, tu sais, ils disent de préparer ta campagne 2 mois à l'avance. Ça, c'est préparer juste sur la plateforme. 2 mois à l'avance. Mais la campagne en tant que telle doit être préparée bien avant ça. Là. Commencer à aller récolter des contacts puis des gens bien avant ça. Puis le deuxième conseil que je dirais, c'est ne pas paniquer pendant la campagne. Il va y avoir une courbe en U, assurément. Les 2-3 premiers jours, le premier jour, là, tous ceux qui sont dans votre entourage qui en ont entendu parler, boum, ils vont acheter. Après ça, les 2-3 derniers jours, ben, tous ceux qui hésitaient puis voulaient voir si le projet allait être financé, ben, ils vont acheter là. Entre les deux, c'est compliqué. Il y a beaucoup moins de ventes qui se créent, puis c'est normal. Fait qu'il ne faut pas paniquer parce que ces plateformes-là ont attiré une industrie complète. Donc là, une fois que tu es sur ces plateformes-là, tu te fais bombarder. Paye 500$, puis tu vas apparaître dans New York Times. Paye telle affaire, puis moi, je vais te faire des vidéos qui vont devenir virales. Paye je sais pas quoi, puis tu vas apparaître dans tel. Puis là, des agences marketing digitales spécialisées dans Kickstarter et tout. Puis là, ça devient facile parce que tu paniques, parce que tu as eu des ventes, tu n'en as plus. Ouais. Puis là, tu te dis, OK, il faut que je fasse quelque chose. Puis là, tu as toutes ces entreprises-là qui te pitchent. Puis là, un moment donné, tu flanches, puis tu payes un montant que tu n'avais pas prévu dans ton plan initial. Puis finalement, ben, les résultats ne sont pas là parce qu'il n'y a pas de recette magique. C'est ce qui est arrivé avec vous? Ou... modérément. On a réussi à résister à, mettons, 98% de ça. Mais on a fait affaire avec une agence digitale américaine qui se disait spécialisée dans les plateformes de Kickstarter, qui disait qu'il y avait des listes de millions de backers qui étaient prêts à acheter, donc une fraction de ça allait doubler notre apport financier. Finalement, on a perdu de l'argent avec eux. Okay. On a perdu 3-4 000 $. Là. Ils ont fait quelques ventes, mais c'est des ventes avec des retours sur investissement négatifs. Fait que tu donnes une pièce, puis finalement, ils t'en ramènent 60 sous. Fait que quand tu es en train d'essayer de te financer, ça fait chier un peu. Ça. Donc, je dirais d'avoir un plan solide au début puis tenir au plan.
Vraiment. De pas paniquer, parce que sinon, paniquer, ça va juste faire acheter des choses sur un coup de tête, ce qui va faire perdre de l'argent. Là. Et ça justement, l'art de ne pas paniquer, c'est aussi un autre segment, une autre valeur québécoise qu'on a retrouvée chez votre entreprise. C'est, tu sais, pour ton cas et aussi pour Sam, vous avez un background en finance et un job assez steady, confortable, et après, tu fais juste fuck it, on va prendre un risque, on croit en cette idée-là, puis on va de l'avant. Puis ça, l'art de se faire confiance, l'art de prendre un risque, c'est quelque chose qui est de plus en plus nouveau au Québec, parce qu'avec l'histoire qu'on couvre dans ce podcast, tu sais, dans le début des années 1900, les Québécois étaient reconnus pour être justement un peuple qui n'était pas à l'aise à sortir de sa zone de confort. Puis en fait, la création de Solia, c'est l'exemple pur qui c'est maintenant un reflet que comment les Québécois sont prêts à prendre des risques pour des projets qu'ils croient extrêmement. Donc, justement, comment ça a été un peu ce mindset-là de votre job et à juste faire que juste on va de l'avant avec Solias? Ben, c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent, puis même que dans les dernières années, il y a eu plus d'investissements des firmes de capital de risque au Québec puis à Montréal, que même dans des places comme Toronto ou Vancouver, qui sont des plus gros hubs normalement pour ces choses-là. Donc, on voit que les Québécois sont en train de changer leur mentalité, ils veulent s'essayer, ils veulent avoir leur projet, ils veulent être mis de l'avant, soit eux ou leurs idées. Puis ça, c'est bien parce que ça offre une plus grande possibilité, ça offre aussi plus d'entraide, une meilleure collaboration, mais plus de compétition aussi. Fait que, tu sais, ça... Moi, je pense que ça a du bon en général, mais ça veut pas dire que c'est facile. T'sais, ça rend pas la chose plus facile. Ça la rend tout aussi difficile, sinon plus. Mais sinon, c'est vraiment un trait de personnalité, j'ai l'impression. Faut avoir... on dit qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut aussi être un peu naïf. Là, parce qu'on s'entend... je regarde mes amis qui ont un job encore, ben, ils peuvent aller au resto autant qu'ils veulent parce qu'ils ont suivi leur parcours de croissance. Moi, c'est un peu plus compliqué. Là. Ça va faire 2 ans que je ne me verse pas de salaire pour pouvoir le verser à des employés, pour pouvoir réinvestir dans le business. Fait que c'est beaucoup de sacrifices. Il faut être prêt à ça, puis il faut être prêt à échouer. Puis la différence entre dire qu'on est prêt à échouer puis vraiment être prêt à échouer, c'est 2 choses différentes. Au début, tu le dis, puis quand tu es en train de le vivre puis tu vois que tu es dans une passe difficile, là, tu stresses un peu plus. T'sais, moi qui n'ai jamais vraiment vécu de stress dans ma vie, je suis quelqu'un qui le contrôle très bien habituellement. Là, il faut que je dise que dans les derniers mois, spécialement dans les derniers mois, j'ai vécu des périodes de stress un peu plus intenses. Fait qu'il faut être prêt à ça quand même. Mais ce stress-là, ce niveau de responsabilité-là, ce nombre d'heures de travail-là, là, évidemment, c'est pas un secret. Il faut travailler pas mal plus d'heures pour ça. C'est largement compensé par la réalisation. C'est largement compensé par la liberté qu'on a. C'est largement compensé par, à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, là, c'est des émotions. Tu sais, je suis quelqu'un qui m'ennuyait un peu dans mes jobs, même si c'était des bonnes jobs. Je m'ennuyais trop rapidement parce que c'était trop répétitif. J'ai demandé à mes boss, faites-moi faire d'autres choses. Mais tu sais, eux autres, ils ont des départements, ils peuvent pas me faire d'autres choses nécessairement, ils sont occupés à accroître leur entreprise. Fait que je m'ennuyais trop. Là, je suis pas capable de m'ennuyer. À chaque jour, je me réveille puis je fais quelque chose que j'ai aucune idée comment faire. T'sais. Fait que figure it out. Là, genre, réveille-toi puis fais de la fiscalité pour exporter aux États-Unis. T'sais. Ah, ok, c'est bon, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de me débrouiller pour faire ça. Fait que c'est sûr que ça amène un niveau de responsabilité puis d'apprentissage qui est incroyable. Puis ça, je le souhaite à tout le monde. Mais il faut quand même être prêt à vivre plus de stress, à vivre plus de sacrifices, puis à travailler plus d'heures. Là. Puis dans les moments de stress, là, genre au creux, là, où tu es un peu plus en mode panique, c'est quoi qui te ramène vers l'objectif? C'est par exemple, moi, j'ai un chèque de 75$ quand je commençais à peine pour me rappeler d'où je suis parti. Mais toi, c'est quoi qui te ramène qui te garde calme là, dans les gros moments de stress? Honnêtement, je pense que c'est vraiment les gens alentour de moi. C'est basic comme réponse, là, mais c'est tellement vrai. D'abord, j'ai un partner, puis fait que j'ai l'impression que la responsabilité est divisée. Et c'est pas vrai qu'à tous les jours, je me réveille puis que j'ai l'impression que je suis en train de conquérir le monde. Il y a des jours où je me réveille puis je pense que tout va s'écrouler. Puis c'est un processus normal en tant qu'entrepreneur, ça arrive. Puis ces jours-là, ben Sam, il est plus enjoué, plus confiant que moi. Puis l'inverse va arriver aussi. Puis quand je retourne chez nous après des semaines extrêmement intenses, puis que c'est une semaine que j'ai travaillé plus que j'ai jamais travaillé, puis j'ai eu moins de ventes que j'en ai eu depuis genre les je sais pas combien de derniers mois, ben j'ai quelqu'un chez nous qui m'attend puis qui est vraiment, tu sais, elle me supporte énormément. Nice. Puis, tu sais, en fait, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui comprend ta réalité alentour de toi.
C'est difficile d'avoir quelqu'un qui comprend ta réalité. Parce que les gens pensent qu'ils comprennent parce qu'ils voient des entrepreneurs. Mais une fois que tu vois l'entrepreneur, il a déjà eu un certain succès. Fait que tu vois pas le dark side de l'entrepreneuriat. Mais aussi juste cette séparation, tu sais, comme, tu sais, tu te réveilles, tu penses à Solios. Tu manges, tu penses à Solios. Tu dors, tu penses à Solios, tu sais. Ouais, littéralement. Mais parfois, tu as juste cette séparation-là, puis je trouve que c'est extrêmement important de, genre, tu sais, d'avoir à la fois, comme, tu sais, des amis comme business partner, mais aussi juste des amis qui comprennent ta réalité. Tu sais quoi? Et on va changer d'idée, on va juste prendre une bière, man, et on va profiter, tu vois. Ben, t'as comme vraiment raison, mais en même temps, il y a autre chose. Tes amis, c'est vraiment important de garder des amis hors du travail. Puis moi, je me fais un devoir de voir mes amis sur une base récurrente. C'est vraiment, vraiment important pour moi. Comme tu dis, ça m'enlève les idées de Solios pendant un court moment pour me concentrer à profiter. La chose, par contre, il ne faut pas penser que tes amis vont comprendre ta réalité. Non, ils vont penser qu'ils la comprennent, mais tant que tu la vis pas, c'est juste impossible. C'est aussi simple que ça. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens alentour, dans un cercle un peu plus élargi, comprennent vraiment notre réalité. Il faut juste s'attendre à ce que ces gens-là nous aident à vider notre cerveau, au moins temporairement, parce que c'est sain de vider son cerveau temporairement. Là. Moi, je l'ai vécu. En fait, je reviens d'une semaine en Gaspésie, la destination d'été. Je reviens d'une semaine là-bas, puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis quand tu pars, tu as un certain sentiment de culpabilité parce que ma liste de choses à faire... c'est encore longue, là. Ouais, pas juste longue, là, comme interminable. Là. En fait, c'est impossible. Mais c'est important parce que là, je suis revenu avec l'envie de travailler. Puis dans les dernières semaines, je travaillais extrêmement fort, mais je sentais que je le faisais, mais j'avais besoin de mettre mon cerveau à d'autres choses. Fait que c'est ça. C'est juste sain d'être capable d'avoir des repères pour décrocher. Des amis, des activités, du sport. I wish que faut que je me remette à faire plus de sport. Mais c'est très, très, très important. C'est sain, puis c'est pas une perte de temps. C'est ce qui va permettre que le cerveau travaille beaucoup plus rapidement par après. Puis je pense que ça va être un bon segue vers le dernier segment. Tu pinces sur la planche. Parfait. Donc, comment tu vois un petit peu les prochaines années de Solios, dans 5 ans, perspective 5 ans, la question classique, mais aussi l'entrepreneuriat au Québec. Comment tu le vois dans le futur? Je pense que c'est une tendance qui va continuer. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de projets entrepreneuriaux. Puis, tu sais, on chiale beaucoup contre les gouvernements et les institutions publiques, souvent, là, parce qu'ils sont pour beaucoup de choses inefficaces. Mais il faut que j'avoue qu'en ce moment, il y a beaucoup de support envers l'entrepreneuriat, envers les projets, envers les idées, autant les petites que les grosses. Si tu veux te partir un petit projet, là, c'est sûr, on est dans une situation un peu précaire, là. Mais en temps normal, même si tu veux te partir un petit projet qui n'est pas un projet qui va être multiplié par 10 à chaque année, il y a beaucoup de support pour ça. Et ça, ça va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup plus de projets entrepreneuriaux au Québec dans le futur. De mon côté, Solios, je vois ça comme quelque chose qui va révolutionner un peu la manière que l'industrie des accessoires fashion est responsable. Je veux pas dire éco-responsable, je veux dire responsable parce qu'il y a le côté éthique derrière ça qui est extrêmement important aussi. Puis il y a le côté influence vers sa communauté qui est super important. Donc, on veut révolutionner la manière que c'est fait. On veut lancer, en fait, on veut faire partie du mouvement qui va rendre tout ce qui est les accessoires responsables ou la mode responsable, le fun, genre cool. Tu sais, les gens voient souvent la responsabilité ou l'éco-responsabilité comme un sacrifice. Faut que tu arrêtes de manger telle affaire. Faut que tu arrêtes de consommer telle affaire. Faut que tu fasses plus attention. Faut que tu fasses plus d'étapes pour récupérer, pour X, Y, pour te déplacer dans les choix de destination que tu vas faire. Puis c'est vrai que ça demande des efforts. Fait que c'est vu de façon un peu péjorative. C'est comme un mal nécessaire. Mais il y a moyen, avec de l'ingéniosité, de transformer ça vers quelque chose qui est tout aussi intéressant à utiliser ou à faire, mais qui est beaucoup plus responsable. Puis on veut faire partie de ce mouvement-là. Puis je veux pas dire qu'on va l'inventer, parce qu'il y a des gens qui ont commencé ça bien avant nous. Non, c'est ça. Mais on veut être une partie intégrante de ça. Puis on veut être reconnu mondialement pour une compagnie qui innove et qui est capable d'amener le savoir-faire québécois à changer nos façons de faire sans compromettre nos autres critères de vie, nos autres habitudes de vie. Là. Est-ce que justement, savoir-faire québécois, tu vois le Québec à l'avant-plan de ce mouvement qui est mondial, mais... Oui, totalement. En fait, il va en faire partie. Il y a différents endroits qui vont en faire partie. Clairement, les pays scandinaves en font déjà partie. On regarde en ce moment des endroits comme le Costa Rica avec leurs industries, avec leurs énergies renouvelables à la grandeur du pays, ils en font partie. La Californie, sont tellement au pied du mur, vont en faire partie, même si d'un autre côté, c'est des
très, très gros consommateurs, mais sont quand même très innovants pour amener des solutions. Et le Québec va faire partie de ce mouvement-là, selon moi, et même plus que le reste du Canada. Le reste du Canada a une mentalité, on peut exclure Vancouver de ça, mais le reste du Canada, sinon, a une mentalité plus conservatrice, tandis que le Québec a une mentalité un peu plus, je vais dire, libérale, pas parti libéral, vraiment une mentalité un peu plus libérale, puis qui a envie d'un peu plus progresser. Là. Mm-hmm. Mais justement, tu sais, je pense que tu l'as dit initialement dans le podcast, mais à la fin, c'est qu'on veut que Solios fasse partie du mouvement pour que l'éco-responsabilité de maintenant devienne 5 ans juste la norme. Ouais, juste exact. le minimum. Exact. Et justement, c'est quoi un peu les projets qui vont permettre de ce mouvement-là? Est-ce que ça devient réalité? Est-ce que vous avez comme des nouveaux produits qui s'en viennent ou des nouveaux projets en tant que tel évidemment, que tu peux en dire? Ouais, ben tu sais, comme on travaille beaucoup, ça je peux pas en dire beaucoup plus, mais on travaille beaucoup sur un projet technologique pour changer la façon dont les montres sont produites, les montres de masse, donc des montres qui sont abordables pour la masse déjà. Mais autre que ça, on veut beaucoup se baser sur les matériaux. Puis ça, on prend beaucoup, par exemple, la compagnie Allbirds, qui est la compagnie de souliers de la Californie, faite par un Néo-Zélandais puis un Californien, qui, eux, ont vraiment mis l'accent sur les matériaux qui sont utilisés. Puis c'est extrêmement important pour nous. Comme là, notre prochain, on va sortir très bientôt un bracelet de type NATO. Tu sais, Daniel Wellington, c'est un peu ça qui a créé leur popularité. On en crée un, mais habituellement, ça s'est fait à la base de nylon ou de polyester. Nous, on va en créer un qui est fait à base de chanvre. Donc, vraiment, aller utiliser des matériaux qui prennent beaucoup moins d'eau pour la production, qui sont très résistants et qui ont été oubliés pendant trop d'années. Même chose, nos boîtiers, on aimerait ça y aller avec des boîtiers 100% recyclés d'acier inoxydable. On veut essayer de trouver des types de coloration qui ne vont pas utiliser de métaux lourds du tout. Même si la technique ne crée pas de déversement, on veut aller un peu plus à la source de ça. Dans les techniques de production aussi, en ce moment, l'industrie de la mode, même pour les morceaux plus éco-responsables, chaque pièce individuelle dans sa production va venir dans un emballage plastique à usage unique. Nous, ça, c'était très important. C'est quelque chose que les clients ne voient pas, mais c'était quelque chose que nous, on voit. Nos premières productions, on a vu arriver ça, puis c'était des montagnes de plastique pour une mini-production. J'imagine pas les entreprises qui vendent des dizaines de milliers de produits par jour. Donc nous, on a éliminé complètement les protecteurs plastiques, à usage unique ou non, de notre production pour réutiliser des tissus, pour réutiliser du carton, pour réutiliser des matériaux comme ça qui vont pouvoir être soit recyclés, soit recyclables ou soit réutilisables. Okay. Donc, plein d'initiatives comme ça qu'on veut mettre de l'avant, qu'elles soient mises de l'avant vers nos consommateurs ou qu'elles soient juste appliquées pour s'assurer, nous, de réduire notre impact. C'est des choses qu'on veut faire. Tu sais, moi, perso, en entendant ça, je pense que c'est une des plus grandes forces que toi, tu as aussi avec Sam, c'est continuellement vous remettre en question. Ouais. À vous challenger vos process, etc. Puis ça, c'est pour ça que, tu sais, perso, je pense que Solios a un avenir grandissant, c'est que vous n'êtes jamais assis sur vos acquis. C'est toujours, non, notre processus n'est pas assez optimal. Mais regarde, t'as vu ce que Allbirds ils font, tu sais, etc. Puis l'aspect de qualité over quantité, on le voit, mais c'est surtout à travers continuellement cette remise en question que vous faites. Puis c'est comment cette dynamique au travail? Est-ce que, genre, vous arrivez, puis c'est comme, OK, good, on se remet en question où on peut s'améliorer. Est-ce que c'est un peu ça, un peu à tous les jours, ou vous avez une approche un peu plus précise? Ben, c'est pas dans le sens où c'est pas un moment de la journée où on décide de faire ça, c'est un processus continu. C'est que, tu sais, on est très curieux, on lit beaucoup, on s'instruit beaucoup, donc il y a des idées qui vont venir, puis on va s'essayer à chaque fois. Tu sais, comme un nouveau matériel pour nos bracelets. On remplace notre cuir par un cuir de silicone parce qu'on ne veut pas utiliser de peau de vache, mais on ne veut pas utiliser le cuir vegan non plus qui est fait à base de polyuréthane, qui est un polymère très polluant. Mm-hmm. Donc, on va avec un silicone qui est un polymère beaucoup moins polluant que le plastique, que le polyuréthane finalement. Mais là, on a vu différents matériaux. Donc là, il y a des cuirs d'ananas, des cuirs de pommes. Là, on les a essayés. On a vu qu'ils n'étaient pas assez résistants. Donc, oui, ils sont plus éco-responsables dans leur production, mais leur durée de vie est trop faible. Mm-hmm. Fait que c'est des choses comme ça qu'il faut essayer. Des fois, ça va être des réussites. Des fois, ça va être des échecs. Il faut être prêt à dépenser temps, argent, ressources pour ça. Puis, il faut juste garder l'esprit ouvert tout le temps. Puis, toujours se remettre en question. Le jour où on va arrêter de se remettre en question, moi, je pense que notre produit va mourir. C'est rendu trop compétitif. C'est rendu que ça bouge trop vite. Tu sais, autant la technologie bouge vite, autant... le retail bouge extrêmement vite aussi. Donc, c'est non seulement une volonté naturelle de moi et Sam, mais c'est aussi une nécessité. Là. Je pense qu'il ne manque pas d'innovation à venir de votre côté. J'imagine que tout ça va être annoncé sur vos réseaux sociaux, vos plateformes. Où est-ce qu'on peut retrouver Solios après
après cette entrevue pour voir les nouveaux développements? Ben, on a notre site internet, donc solioswatches.com. Solios, S-O-L-I-O-S, watches comme des montres au pluriel en anglais. Puis c'est un site parfaitement bilingue, donc ne pas s'en faire pour les Québécois. Et puis ça, et notre site, en fait, en plus, on va avoir une nouvelle version qui va sortir dans les 2 prochaines semaines, beaucoup plus performante, beaucoup plus d'informations, offrir plus de transparence à nos consommateurs. Ce qui, par manque de capacité au début, nous limitait un peu, mais là, on était capable de débloquer. Est-ce que ça va être un reflet de l'évolution de la marque aussi? Oui, beaucoup. Il va y avoir l'histoire, mais il va y avoir aussi les avantages et les explications de la technologie solaire. Il va y avoir toute l'explication de nos matériaux, de nos choix de matériaux aussi. Et il va y avoir aussi toutes nos initiatives parce que c'est bien beau avoir un produit avec une influence positive, mais une montre, ça ne va pas sauver le monde. Il ne faut pas se le cacher. Donc, nous, c'est très important d'avoir des initiatives aussi à côté de ça. On est associé avec la Rainforest Trust, qui est un organisme, qui sauve et protège les forêts tropicales à travers le monde en faisant l'acquisition de terres, dans le fond, de forêts tropicales pour être sûr qu'elles ne soient pas revendues pour de l'exploitation souvent agricole. Et donc, ils font l'acquisition de ça, ils protègent les espèces, toutes les espèces végétales, les espèces animales et les individus qui y vivent depuis plusieurs années pour les protéger. C'est une fondation qui est extrêmement efficace et extrêmement transparente. Donc, année après année, 100% des dons qui sont accumulés sont remis dans la fondation, dans la cause directement. Les frais administratifs sont assumés par leur comité aviseur, leur board finalement. Donc, on est associé à eux. Fait que pour chaque monde vendu, on va investir pour sauver un arc de forêt tropicale. Et puis, il y a d'autres initiatives. En fait, à chaque mois, Solios, on prend une journée de travail pour nous et pour nos employés payés pour aller faire une bonne action. Donc, on a fait, le dernier mois, on est allé ramasser des déchets dans des coins de Hochelaga qui étaient beaucoup moins desservis par les services publics. Ce mois-ci, on est en train de refaire totalement dans notre bureau même pour rendre ça complètement, vraiment récupération des matériaux et des déchets parfaitement optimisés. Même si on est dans Griffintown, il n'y a pas de collecte de matière organique. Donc, il fallait s'arranger avec la ville pour aller déposer notre compost dans des endroits communautaires et tout, puis monter une structure avec ça. Puis, le mois prochain, on va faire un mois qui est 100% vegan pour tous nos employés, pour un peu sensibiliser là-dessus aussi. Ah, wow! Ouais. Et c'est cool, puis ça, vous avez aussi un aspect très philanthropique, notamment avec la fondation justement Make-A-Wish, avec un partenariat aussi, la fondation David Suzuki, et je pense que c'est aussi un volet que vous avez beaucoup plus développé aussi dans les années à venir, beaucoup plus accru, parce que je pense qu'aussi au Québec, c'est qu'on est très conscientisé à donner des ressources, soit du temps, soit de l'argent, à financer des causes, mais c'est cool de voir les entreprises qui font leur ressources par eux-mêmes, concrètement. Donc ça, c'est vraiment cool que je trouve. Ouais, ben c'est important, tu sais, il y a toujours moyen de racheter sa conscience, là. Des crédits carbone, donner de l'argent à des fondations, des choses comme ça, mais poser des actions, ça peut jamais avoir plus d'impact. 100% d'accord. Je pense qu'il manque pas de raison à notre auditoire d'aller visiter solioswatches.com puis voir pour eux-mêmes. Et aussi la page Facebook, page Instagram, vous êtes quand même assez actifs dans les réseaux, là? Oui, absolument. On est actifs. Moi, je trouve qu'on n'est pas assez bon. On n'est pas des gars, moi et Sam, on n'est pas des gars très réseaux sociaux. On a toujours été très passifs là-dessus. De l'extérieur, ça a l'air bien, mais on est un peu sévère envers nous-mêmes, là, donc on essaie d'améliorer ça. Mais il y a quand même beaucoup d'informations, beaucoup de contenu là-dessus. Le syndrome de l'imposteur, t'en as parlé, mais je le vois quand même, hein? Ben, tu sais, on est toujours... En tout cas, moi, je suis très sévère avec moi-même, puis Sam aussi l'est. On trouve toujours que c'est insuffisant, ce qu'on fait. Il faut qu'on apprenne à se donner des petites tapes dans le dos, là, mais tu sais, j'ai toujours l'impression qu'on n'a pas fait assez. Là, je vois. Non, c'est sûr, ça cherche. Mais sinon, regarde, je pense que pour la caméra, ce qu'il faut voir, mais pour tous ceux qui veulent avoir un beau cadeau pour soi-même, pour ses familles, pour ses amis, etc., je vous conseille fortement de regarder pour le monde Solios, parce que personnellement, c'est une montre qui est extrêmement durable, un très beau style, mais que chaque sou est bien investi pour la planète en tant que telle. Donc ça, moi, personnellement, c'est quelque chose que je recommanderais à tout le monde. Le temps des fêtes s'en vient aussi. Hein? Le temps des fêtes s'en vient, donc petite publicité comme ça. C'est ça. Donc, pour notre part, si vous avez aimé le podcast avec Solios, on vous invite à écouter aussi nos podcasts antérieurs, mais aussi les podcasts futurs. Donc, vous pouvez suivre Né pour un gros pain de notre site internet népourungrospain.ca, aussi notre page Facebook, page Instagram, regardez sur YouTube et aussi sur Spotify, iTunes et Google Podcast.
Sur ce, merci beaucoup, Alex, de t'être rejoint à nous. Ben, merci de l'invitation. Je pense que c'était assez impressionnant d'entendre parler de Solios puis des projets que vous avez en cours. Merci. Puis on se donne un rendez-vous dans 5 ans quand Solios va changer le monde. Ouais, j'espère. Perfect. Ouais, merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. Peace. À bientôt. Merci 1000 fois d'avoir écouté un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Tu t'es rendu jusqu'au bout, tu es officiellement un affamé. Tu nous aiderais énormément si tu pouvais aller sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire et une note. N'hésite pas à laisser une question pour notre invité. Tu cours la chance de gagner un prix qui sera révélé très bientôt. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et oui, parce que la conversation ne s'arrête pas ici. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.